Bonjour à tous. Je suis très heureuse de présenter notre oratrice principale, Patty Krawack, est une écrivaine et conférencière anishinaabe et ukrainienne appartenant à la Première Nation de Lac-Seul sur le territoire du Traité 3 et résidant à Niagara Falls. Elle est active au sein du Centre d'amitié Fort Erie et des Strongwater Singers. Elle coanime le podcast Médecine pour la résistance. Et après 3 ans de collecte de fonds personnels, elle a cofondé la fondation Nikanagana avec la journaliste Nora Loreto et l'activiste pied noir Terryl Tailfeathers. Nikanagana met les colons au défi de payer leur loyer pour le fait de vivre sur des terres autochtones et distribue ensuite cet argent aux peuples et organisations autochtones qui construisent leur communauté de diverses manières créatives. Son travail a été largement publié. Elle publie régulièrement des balados et des essais sur de multiples supports. Son livre Becoming Kin, An Indigenous Call to Unforgetting the Past and Reimagining Our Future, a été publié en septembre 2022 par Broadleaf Books. Aujourd'hui, Patty parlera de Biskabiang, l'importance du retour à soi. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. J'ai su que Nora Loreto a parlé avec vous l'année dernière. Et oui, mes écrits, oui, il me semblait que c'était juste de lire Fanon en ce moment. Si mes pensées vous intéressent, vous pourriez peut-être vous inscrire. Donc, je traverse un de ces livres les plus importants. Je parle toujours en Ojibwe. Je suis les protocoles pour parler de mon nom, mon clan, ma communauté. C'est connu officiellement comme Première Nation Lac-Seul, mais on l'appelle aussi la région des Pins. Les introductions, les présentations offrent plus qu'un nom. C'est toujours un contexte social, notre géographie, notre temporalité. Les connexions sociales sont une façon de répondre à la question « Qui vous revendique ?» J'ai lu aujourd'hui un article d'Eliott Koukla, l'impact du traumatisme générationnel d'un génocide. Il écrit selon d'anciens textes sacrés juifs, sauver une seule vie équivaut à sauver un monde entier, car chacun de nous contient des villes distinctes de relations, des géographies irremplaçables de passion et de profonds océans de souvenirs. Chacun de nous contient des villes distinctes de relations, des géographies irremplaçables de passion et des océans profonds de souvenirs. C'est ce que je veux dire lorsque je parle de qui je revendique et qui me revendique. Je pense à ces villes de relations, à ces géographies irremplaçables de passion, à ces océans profonds de souvenirs. Il est clair que cette idée de revendication réciproque n'est pas l'apanage des peuples autochtones. Tous les membres de la diaspora s'interrogent ainsi sur leurs relations, leur géographie, à la recherche d'un lieu de connexion, mais aussi d'un contexte. Car la réponse à la question de savoir qui se réclame de vous va, comme il le fait remarquer Koukla, au-delà des relations familiales immédiates. Quelles sont les communautés dont vous faites partie? Quelles sont les communautés qui se réclament de vous? De quelles histoires collectives avez-vous hérité? Nous devons retourner à ça. Tout le monde devrait faire cela, réfléchir aux différentes communautés avec lesquelles nous sommes en relation. Qu'est-ce que ça dit de qui nous sommes? Max Liboiron, métis, par le biais de son livre Pollution is Colonialism, m'a fait découvrir la pratique consistant à identifier la nation, la filiation des personnes, même celles qui sont non marquées, comme utilise Max. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont blancs, bien que ce soit typiquement les écrivains blancs qui ne sont pas marqués. La blancheur étant la norme invisible. Ceux qui sont non marqués sont des personnes qui n'ont pas donné d'identification.
Et c'est une pratique que je commence à intégrer, alors pardonnez-moi si je ne suis pas complètement cohérente. C'est une pratique importante lorsqu'on pense aux nouveaux arrivants, à nous-mêmes, à notre positionnalité, la façon dont nous nous présentons, avec notre place, avec ces villes et ces géographies de relations que nous nous héritons. Biskabieng signifie retour à soi, se marquer, penser à nos propres communautés et géographies. Il est également important pour moi de parler ma langue, même en trébuchant lorsque je me présente, car trop souvent les fonctionnaires, les enseignants, les missionnaires n'ont appris nos langues que pour avoir accès à nos communautés. Ils n'ont jamais demandé, comme le dit Sarah Augustine, descendante de Tewa, si nous avions de bonnes nouvelles pour eux. Si je comprends et je suis heureuse de cette opportunité de vous parler ma langue et du retour à soi pour penser à qui nous sommes et d'approcher les communautés avec lesquelles nous travaillons avec cette question, cette curiosité. Quelle bonne nouvelle avez-vous pour nous en tant que Canadiens? Je parle seulement en mon nom. Les personnes ou les livres que je cite sont une sorte de relation par laquelle vous pouvez me connaître. Nos amis en disent long sur qui nous sommes et comme le souligne Sarah Ahmed, pakistanaise britannico-australienne, dans ses écrits, la citation est une relation. Les perspectives et les idées que je vous offre sont les miennes. Elles peuvent être partagées par d'autres, mais je ne prétends pas représenter les peuples autochtones en général, ni même les Anishinaabe. Les idées qui émergent des liens que j'établis sont les miennes. C'est une façon d'accepter la responsabilité des conséquences de mes mots. On pense aux liens familiaux. À travers mon père roi, je suis connectée au peuple autochtone du Canada et dans le monde, mais spécifiquement à travers la communauté Anishinaabe dans le nord-ouest de l'Ontario. Il dit que nous sommes les descendants de Noah et de Moïse. Et c'est mentionné dans le livre Treaty 9 de John Long. Ils l'ont apporté à la communauté du Lac-Seul. À travers ma mère Vicky, je suis connectée avec les réfugiés et les migrants. La famille de ma mère sont des réfugiés allemands, ukrainiens, qui sont venus après la Deuxième Guerre mondiale. Ils avaient été amenés en Ukraine par Catherine, la reine Catherine. Elle a marié un homme ukrainien, Georges Lenusky, qui était le père de ma mère et qui est décédé pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant les premières années de la guerre. Et ma grand-mère est partie en Pologne, a trouvé la sécurité en Allemagne. Et l'homme que nous avons toujours connu comme Georges Lenusky, mon grand-père, a déserté l'armée rouge, a été attrapé avec un nombre d'autres, exécuté dans une exécution de masse et a survécu. Lui et un autre homme sont tombés dans une fosse commune et ont survécu. Et cet homme lui a dit, si tu veux survivre, reste tranquille. Et ils sont restés là. Et il s'est rendu en Allemagne, bien sûr sans papier. Parce que quand l'armée rouge vous exécute, ils ne laissent pas vos documents dans votre poche. Et quand ils ont voulu devenir réfugiés, les seuls papiers qu'ils avaient étaient les papiers de ma grand-mère, de son premier mari. L'avocat a dit, je peux travailler avec ça. Et mon grand-père a vécu sa vie entière avec le nom d'un autre. C'est bien assez dur d'être le deuxième mari, mais d'être le deuxième mari dont la femme se réfère à vous par le nom d'un homme mort et lui-même est maintenant enterré sous ce nom. C'est une histoire qu'on connaissait bien. Il nous racontait l'histoire, nous montrait les cicatrices. C'est une histoire qu'on a connue. Georges n'était pas son nom et c'était juste un an avant son décès qu'il nous a dit son nom. Il était terrifié que le gouvernement s'en rende compte, que les Russes s'en rendent compte et c'était compréhensible. Je pense aussi aux communautés desquelles je fais partie. Lorsqu'on pense aux géographies des villes, ce n'est pas juste les liens familiaux. Il y a aussi l'Église catholique chrétienne où j'ai grandi, où j'ai développé des idées sur la moralité, la responsabilité. J'ai aussi appris à critiquer les idées de la moralité et de la responsabilité que j'ai appris là.
J'appartiens au domaine du travail social, domaine dans lequel j'ai obtenu mon diplôme et travaillé pendant 20 ans. J'ai appris à examiner l'histoire pour y déceler les schémas susceptibles de donner des indices sur une crise actuelle. Et il y a quelques mois, j'ai réalisé que c'est ce que j'avais fait avec le livre. J'avais fait une histoire du Canada et des États-Unis, et après, j'ai fait un plan de service. Et quand j'ai dit cela à une de mes amies, le fait que je réalisais que mon livre était un plan, mon ami, qui était un lecteur débutant, a dit, mais bien sûr, c'est très évident, tu travail social, c'est ce que tu fais. À travers le travail social, je me suis aussi impliquée dans le mouvement syndical. J'étais sur le comité exécutif. Je soutiens encore le mouvement du travail. C'est comme ça que j'ai connu Madame Loreto. C'est un endroit où on peut s'organiser. C'est un endroit où on peut dépasser les relations de travail et y penser de façon plus globale. Penser à comment on peut faire un monde meilleur pour les gens que nous desservons. Et finalement, ma première relation est avec le mouvement des centres d'amitié. Je suis un membre active ainsi que dans un groupe de chant, et on nous invite à faire des performances à travers l'Ontario, et l'argent que nous faisons avec ce projet est utilisé de façon collective. On ne divise pas à travers les membres du groupe, et la Fondation Nikanagana recueille ces fonds et les disperse aux membres des communautés. Par exemple, on vient d'acheter une citerne pour un aîné avec cet argent. On achète de l'épicerie, on achète de l'essence. Donc, c'est l'argent pour la communauté. Donc, voilà les niveaux de relations, les groupes sociaux auxquels j'appartiens. C'était peut-être une longue présentation, mais ça vous donne beaucoup de contexte pour les choses qui me tiennent à cœur, les relations qui m'ont forgé, les communautés pour lesquelles je me sens responsable. Quand je pense aux méfaits que j'ai perpétrés lorsque je faisais partie de ces communautés parce que je n'étais pas assez critique du rôle que je jouais, suite à l'analyse que j'ai faite, je peux changer mon militantisme parce que si j'ai causé un méfait, on ne peut pas toujours le défaire. Mais je peux transformer mon militantisme pour prévenir ces types de méfaits. Le Canada aime se voir en tant qu'une nation d'immigrants, mais la réalité dépasse cela. Les gens qui vivent au Canada ont des relations vraiment différentes avec le gouvernement en fonction de leur statut juridique. Alors, je vais prendre quelques temps pour parler du langage. Ces mots décrivent une relation avec le gouvernement. Le gouvernement, ce ne sont pas des identités, ce sont des catégories construites. Donc, les immigrants sont des personnes qui viennent dans un endroit et s'adaptent au système politique existant. Mais on sait que ce n'est pas ce qui est arrivé lors de l'établissement. Les Haudenosaunee ont offert Donc, s'il y a un Haudenosaunee dans la salle, corrigez-moi s'il vous plaît. Des fois, je me mélange dans les couleurs, mais cette ceinture Wampum est blanche avec deux lignes mauves ou le contraire. Je m'excuse de cette confusion, mais le fond est uni et il y a deux rangées. Une rangée représente les peuples autochtones. C'est spécifique aux Haudenosaunee avec tous leurs alliés, parce qu'au Canada, lorsque on a fait le traité de Ghent, même les non-signataires respectaient les frontières entre les pays. Donc, les Haudenosaunee et leurs alliés ont été en accord qu'ils vivraient d'une façon, et puis les Hollandais et leurs alliés vivraient dans l'autre bateau. On ne parle pas d'une frontière où les Autochtones habitent à l'ouest du Mississippi et les colons habitent à l'est. Ce dont on parle est que notre
communauté vivra à sa façon, votre communauté vivra de la sienne et il n'y aura pas d'interférence. C'était une stratégie de gouvernance qui avait émergé à travers le conflit entre différentes nations autochtones. Oui, les conflits arrivent et les traités sont une façon de les résoudre. Et c'est une façon que nous avions développée. On avait les Anishinaabe et les Haudenosaunee sur le territoire One Spoon. Ça traversait le Saint-Laurent jusqu'au Grand Lac. Il y avait des communautés ici qui n'étaient pas confinées dans des frontières très rigides, mais il y avait des traités de non-interférence. Et ce qui était offert aux colons lorsqu'ils sont venus, c'était le système de gouvernance qui était établi, auquel, s'ils étaient venus en tant qu'immigrants, ils auraient souscrit. Mais ils sont venus en tant que colons. Ils sont venus en tant que gens qui viennent dans un endroit et imposent un nouveau système politique dessus. Les personnes noires ne sont pas des colons. Anthony Morgan, avocat afro-canadien, a parlé de personnes déplacées et de force et replantées. Donc, c'est arrivé pendant la traite des esclaves transatlantiques, où on peut penser à Afriqueville, une communauté qui était sous-financée, et des problèmes sont arrivés à la suite de cela. Et il a fallu relocaliser les gens. Donc, j'aime ce terme, déplanter. Mais le poète Camus Braithwaite utilise le terme arrivant pour les gens qui sont arrivés par la force. Et ça a été développé par l'universitaire Chickasaw Jody Bird. Elle l'utilise pour inclure les migrants et les réfugiés. Et nous savons qu'ils ont une relation spécifique et parfois précaire avec le gouvernement. Et finalement, les peuples autochtones, nous avons différentes relations avec des relations multiples avec le gouvernement. L'Indien est encore une catégorie juridique. Je suis un Indien inscrit comme tel en vertu de la loi sur les Indiens. Lorsque je dis que j'appartiens à la Première Nation du Lac-Seul, il s'agit d'une déclaration légale. Pour avoir accès, par contre, à un logement, je dois voyager 2000 kilomètres. Les Premières Nations sont celles qui sont liées aux réserves. Les non-inscrits, les Indiens non-inscrits, désignent les personnes dont l'un des parents est lié à une réserve, mais qui ne remplissent plus les conditions requises pour obtenir le statut. Et l'émancipation, en fait, c'est seulement à la fin du siècle dernier qu'on a l'émancipation qui se faisait par l'éducation, par le service militaire, par le mariage d'une femme avec un homme blanc aussi. Elle perdait donc une femme perdait son statut. Ma grand-mère Sophie était émancipée. Elle a marié un Irlandais, Lula Joe, aussi, elle a quitté, elle a marié, est allée voir un Autochtone et ensuite elle a été rejetée. Donc, et il a dit, d'accord, c'est correct, tes deux fils Lyons ne sont plus Muskoka maintenant. Et donc, ils ont perdu leur statut d'Indien, donc ils n'ont pas été dans des pensionnats parce que tous leurs frères, ses frères sont allés, mais le statut légal n'était pas si important finalement. On les traitait quand même comme s'ils étaient des Indiens. Mon père a dû faire un test d'ADN, en fait, pour prouver que lui et ses frères avaient le même père pour qu'il puisse recevoir à nouveau son statut d'Indien parce que tous ses papiers disaient que Joanna était son père. Donc, j'ai pu transmettre le statut d'Indien à mes enfants, mais mon petit-fils ne l'a pas parce que sa mère, sa famille a été affranchie, et même s'ils étaient connectés à la communauté, ils ne sont pas légalement indiens. Donc, mon petit-fils est connecté à la communauté, à des cérémonies et parle la langue, mais il ne sera plus légalement un Indien. Et bien sûr, le terme aborigène, aboriginal, fait toujours partie de notre lexique actuel, mais est tombé en désuétude. Et on utilise aux États-Unis, par exemple, beaucoup le terme anglais native, qui, peu importe le terme qu'on utilise, en fait, il y a quelqu'un qui va vous corriger. Tout le monde a une préférence. Et vraiment, on n'a jamais vraiment réfléchi à nous-mêmes de manière collective de cette manière. Parce que moi, j'étais Ojibwe,
Mon ami était Cri, mon autre ami était Seneca, un autre ami était Nakota. Donc, on ne s'imaginait pas comme groupe collectif parce qu'on n'avait pas de eux envers qui se comparer. Donc, on ne se voyait pas comme un groupe collectif de peuple jusqu'à ce que les colons arrivent. Et les colons nous appelaient les Indiens, bien sûr, comme c'est bien connu. Mais Christophe Colomb ne cherchait pas des épices en passant. Il cherchait des alliés. Hein. C'était la conquête espagnole. Et ce que Christophe Colomb cherchait, c'était des alliés chez les Indiens. Donc, il cherchait une route pour aller en Inde. Donc, je ne savais pas cela. Et beaucoup de mon travail est un travail d'aller rechercher cette histoire qu'on ne nous a pas racontée finalement, aller rechercher ces histoires qui n'ont pas été racontées. Donc, tous ces noms sont utiles, corrects et mauvais aussi. Donc, bon, je vous recommande de ne pas utiliser le mot indien parce que, à moins que ce soit de manière légale, mais si vous utilisez un autre terme, et vous utilisez un terme et que les gens vous corrigent, ne dites pas, mais Patty a dit ça. Non, tout le monde a raison, tout le monde a tort. Si vous êtes dans une nation, utilisez le nom de cette nation. Si vous parlez, si on m'a présenté comme Anishinaabe aujourd'hui. Bon, si vous savez le nom de la nation utilisée. Donc, le Biskabiang, c'est revenir à nous-mêmes. Et pour nous, ce mot parle de revenir à la forêt. Donc, ça a du sens. On est les peuples Anishinaabe du Nord-Ouest, on est des gens des forêts, des bois. Si vous êtes allé dans le nord de l'Ontario, c'est des marécages, c'est des bois, c'est absolument magnifique. Donc, pour nous, c'est tout à fait, ça a du sens que de revenir à nous-mêmes, ça veut dire revenir à la forêt. Et alors qu'on y réfléchit, on peut aussi y réfléchir comme toutes les histoires et les relations dont nous avons hérité, donc les villes et les géographies dont nous avons été coupés, que nous avons empêché les autres de conserver. Je commence souvent mes remarques en partageant une définition du racisme élaborée par Ruth Wilson Gilmore, afro-américaine, parce que je trouve qu'il s'agit d'une mesure très utile pour évaluer l'oppression et qu'elle met en place le contexte de la discussion à venir. Elle s'est tirée de son livre Golden Gulag, Prison, surplus, crise, opposition en Californie. Elle écrit le racisme est spécifiquement la production ou l'exploitation sanctionnée par l'État ou extralégale de vulnérabilité différenciée d'un groupe ou d'une membre primative. C'est de cela que nous parlons lorsque nous parlons de racisme, mais c'est aussi une mesure utile pour d'autres façons dont les gens sont rendus vulnérables. Nous parlons ici de la vulnérabilité de la mort prématurée, différenciée selon les groupes. Il ne s'agit pas de se sentir blessé ou d'être exclu, même si ces éléments sont importants, mais de savoir qui meurt en nombre disproportionné, car cela nous aide à examiner les systèmes qui contribuent à ces décès. Et je commence mes présentations par la définition de Ruth, car je veux qu'il soit clair lorsque nous abordons l'histoire du Canada et l'élaboration des politiques, qu'il ne s'agit pas de compliquer les sentiments ou la situation des gens. La production sanctionnée par l'État ou extralégale de vulnérabilité différenciée des groupes face à la mort prématurée n'est pas compliquée. Il s'agit d'une mesure claire que vous pouvez utiliser pour identifier comment différents groupes sont affectés par des politiques spécifiques. Donc, envisager cette question en termes de groupe plutôt que d'individus nous aide à réaliser le type d'évaluation qui permet de lutter contre les inégalités. Quels sont les groupes qui représentent des vulnérabilités différentes face à la mort, à la prématurée, à la pauvreté? Nous pouvons analyser presque toutes les politiques sous cet angle. Donc, j'ajoute à cela une observation de la Paperson, colon diasporique de couleur, qui dit l'accumulation primitive implique non seulement la collecte de ressources naturelles en tant qu'actif, mais aussi l'externalisation du coût de l'accumulation sous la forme d'eau contaminée, de maladies et d'autres traumatismes pour le monde naturel et non propriétaire, c'est-à-dire autochtone. Et bien sûr, pour être soumis à des technologies anti-indiennes, il n'est pas nécessaire d'être autochtone.
ce qui revient à dire que les politiques qui excluent le peuple autochtone et agissent contre lui peuvent également causer du tort à ceux qui vivent dans la pauvreté ou dans les communautés diasporiques ou à d'autres personnes qui supportent également les conséquences des coûts externalisés de la colonisation. La colonisation du Canada était un moyen d'affirmer une présence politique et de sécuriser les frontières. La migration n'équivaut pas au colonialisme, mais elle peut le soutenir. Mon plus vieux a travaillé pendant des années à planter des arbres, à lutter contre les incendies de forêt et à faire du travail d'arboriculteur. Il s'agissait d'emplois saisonniers qui lui permettaient de se déplacer au gré des saisons. Donc, le travail qu'il faisait était surtout à l'automne, mais plusieurs personnes vivent comme ça. Mon fils du milieu travaille comme chef cuisinier et voyage au Canada en trouvant des emplois dans les endroits où qu'il souhaite visiter. Des communautés entières vivaient autrefois de cette manière, se déplaçant au fil des saisons en fonction des récoltes. C'est une façon de vivre modestement sur la terre, de vivre avec la terre, et cela exige une base de connaissances particulière. Ce n'est pas un mode de vie pratique pour les grandes communautés, l'agriculture étant plus liée à la taille de la communauté qu'à une progression vers la civilisation. Pour nous, on voit l'agriculture comme une progression, mais c'est vraiment lié à la taille de la communauté. Si on regarde au niveau archéologique, les sociétés se promènent d'une chose à l'autre, dépendamment de la densité de la population. Donc, ce n'est pas une mesure du progrès de la civilisation. Mais décrire les gens comme des nomades, c'est une façon d'ignorer leur relation à la terre. Cela suggère qu'ils n'utilisent pas la terre de bonne manière et comme je l'ai décrit avec ma famille paternelle, les gens qui voyageaient dans le nord-ouest de l'Ontario étaient obligés de se sédentariser, de s'installer dans des réserves. Cette attitude prévaut toujours dans les projets coloniaux modernes et a des répercussions sur des peuples comme les Bédouins, par exemple, dont les terres et la capacité de voyager sont entravées. Après la guerre de 1812, le Canada et les États-Unis possédaient ce qui était alors la plus longue frontière du monde et la meilleure façon de sécuriser une frontière est de déplacer les gens le long de celle-ci. Le Canada et les États-Unis ils sont parvenus en cédant des milliers et des milliers d'hectares de terre, mais ils ont dû expulser les Cris, les Lakota, les Pieds-Noirs et d'autres populations. Dans son livre « Clearing the Plains », James Dashhook décrit la politique de famine mise en place par le gouvernement MacDonald à la fin du 19e siècle. Lorsque je suis allée à Iqaluit pour rendre visite à mon fils, le chef cuisinier qui y travaillait, nous sommes allés au centre d'accueil. J'ai lu des informations sur la colonisation, l'établissement d'une base militaire américaine et le déplacement subséquent des Inuits hors de leur terre. Ils sont passés des igloos au iPad en une génération parce que le Canada et les États-Unis avaient besoin d'affirmer une présence sociale militaire dans le Grand Nord. Ce n'est pas une hyperbole ou mon opinion, c'est ce qui est écrit sur l'écran que j'ai lu. Donc, la colonisation peut également être considérée comme un processus de déconnexion des personnes de ces villes distinctives, de relations de ces géographies irremplaçables, de passions et des océans profonds de souvenirs. Le silence éloigne les gens de ces géographies et les remplace par l'identité de la culture canadienne dominante, majoritairement blanche et chrétienne. Et nous tous, Noirs et Autochtones, migrants et réfugiés, colons et diasporiques de couleur, participons à ce processus, devenant des personnes sans histoire et sans aucune identité. Trouver un moyen de s'adapter à un nouveau groupe de personnes ou à un nouveau pays, c'est une chose, mais se déconnecter ou demander aux gens de se déconnecter en est une autre. Cela se manifeste de multiples façons. Les nouveaux arrivants deviennent souvent des imitateurs hyper corrects. On fait référence aux gens qui vont arriver, ils vont marier des femmes et des femmes qui deviennent encore plus patriarcales dans leur façon d'être. Il y a des minorités qui peuvent... Les nouveaux arrivants deviennent souvent des imitateurs hyper corrects. Ils deviennent encore plus canadiens que les Canadiens eux-mêmes. Donc, ils veulent faire cela dans l'espoir d'être perçus comme non menaçants. Pensez à toutes les façons dont les musulmans dans le monde de l'après 11 septembre s'efforcent de prouver à tous qu'ils ne sont pas dangereux. Des politiques qui favorisent certains groupes et pas d'autres en se basant sur des idées qui sont plus facilement assimilables, que leur histoire peut être plus facilement remplacée par des idées de ce que signifie être Canadien. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur, par exemple, le traitement des réfugiés. Les Afghans et autres n'ont pas reçu le même accueil.
Nous voyons dans les journaux télévisés des Ukrainiens logés ou hébergés par des groupes communautaires, tandis que d'autres migrants sont détenus ou sous réserve des accords sur les pays tiers sûrs ne sont même pas en mesure d'atteindre le Canada. La définition de Ruth mérite d'être reprise dans cette conversation, encore une fois, parce que la production sanctionnée par l'État ou extralégale de vulnérabilité différenciée selon les groupes face à la mort prématurée, les réfugiés et les migrants sont justement cette population lorsqu'ils sont détenus dans des centres de détention. J'ai vu les Ukrainiens qui étaient accueillis à bras ouverts alors qu'il y avait des centres de détention pour les Afghans, par exemple. Donc, il y a vraiment des développements de politiques qui sont différenciés. Certains groupes sont considérés comme plus aptes à s'assimiler, d'autres comme trop différents et donc comme une menace. J'ai travaillé dans le domaine de la protection de l'enfance et il y a des groupes qui sont plus difficiles, qui ne sont pas assimilés, qui ne sont pas faciles à comprendre. Et souvent, ces familles voyaient leur dossier fermé rapidement, non pas parce qu'il n'y avait pas de risque de préjudice ou parce qu'il n'y avait pas de rôle pour nous ou pour autre organisation, mais parce que les défis posés par leur situation étaient des choses que nous ne pouvions pas surmonter, soit parce que nous n'avions pas le temps nécessaire ou nous n'avions pas les ressources nécessaires pour nous engager du tout avec eux. Nous avions de la difficulté aussi à trouver des traducteurs parfois. J'ai travaillé avec une famille d'Haïti à un moment donné. Ils ont traversé la frontière Canada-États-Unis. On n'arrivait pas à trouver un interprète créole. Ils nous ont envoyé un interprète francophone. Tout le monde des Caraïbes peut en lire parce que l'interprète interprétait du français en anglais. Les enfants me regardaient et me disaient « Mais qu'est-ce qu'elle a dit ?» Ils comprenaient mieux mon anglais que son français. Donc, le manque d'accès à des traducteurs, c'est aussi tout un défi. Le mythe du multiculturalisme, l'idée que de multiples cultures existent au Canada, au sein du Canada, la mosaïque plutôt que le creuset, fait partie de la politique officielle depuis 1971. Nous avons tous été inclus dans cette mosaïque, mais la mosaïque exclut les peuples autochtones qui sont basés sur des territoires et des traités et fait de nous des minorités raciales sur notre propre terre et elle ignore notre histoire et notre lien avec ce lieu. Mais plus important encore, elle ignore l'histoire de l'existence du Canada. Elle nous éloigne de notre terre tout en effaçant l'histoire de cet éloignement. Les colons canadiens ont une histoire d'exploration et de conquête. Les migrants et d'autres nouveaux arrivants ont une histoire de recherche de sécurité. Les Noirs canadiens ont une histoire de liberté par rapport à l'esclavage, bien que l'esclavage ait existé dans les colonies qui sont devenues le Canada et que pendant des décennies après son abolition, ceux qui avaient fui l'esclavage aient été renvoyés aux États-Unis et les communautés comme Afriqueville ont manqué de ressources et ont été démolies. Et le Canada a bénéficié donc de ce qui se passait aux États-Unis. Le multiculturalisme tel qu'il existe réduit les récits et l'histoire des migrants à des coutumes et des stéréotypes et n'a guère contribué à mettre fin aux inégalités raciales. Au contraire, il réifie souvent ces inégalités car il suppose l'existence d'une culture centrale autour de laquelle le reste d'entre nous est différent et unique, et c'est nous qui avons des pratiques culturelles qui doivent faire l'objet d'accommodements. Par exemple, réduire les cultures à des festivals, ça amène à des costumes conduits à des stéréotypes aussi. Les héros et les fêtes ethniques sont considérés comme spéciaux par rapport aux normes canadiennes. Donc, qui a des congés statutaires? Si je veux aller à une cérémonie, je dois le prendre comme une journée de vacances, que je célèbre ou non Noël. Très souvent, on apprécie la différence sans reconnaître les relations coloniales et économiques qui marginalisent les gens, conduit à reprocher aux personnes marginalisées de ne pas réussir, de ne pas s'intégrer. On met l'accent sur les contributions au Canada, le bon migrant ou le migrant méritant par rapport à ceux qui ont besoin de soutien supplémentaire parce qu'ils ont subi les conséquences les plus graves de ces vulnérabilités différenciées selon les groupes que j'ai mentionnés au début. Ils l'ont vécu chez eux et ils le vivent ici. Nous savons que les migrants de certaines communautés ont plus de difficultés à obtenir un logement et un emploi stable que d'autres, qui sont considérés comme plus facilement assimilables, plus comme nous. Une attitude qui est au cœur du problème du multiculturalisme.
Elle maintient une idée du nous autour de laquelle les autres sont plus ou moins différents. Intéressant peut-être, bon à manger, mais pas comme nous. Une diversité et une inclusion qui ne cherchent qu'à étendre la portée de l'histoire unique du Canada aux communautés d'immigrants et de migrants. Diversité et inclusion à quelle fin? Voulons-nous simplement trouver des moyens de les assimiler plus efficacement ou sommes-nous prêts à être transformés par leur inclusion? Donc, comment revenir à nous-mêmes et inviter nos clients à maintenir ce lien? Le travail de déracialisation du Canada en utilisant la décolonisation comme métaphore du travail est attrayant parce qu'il correspond à l'image du Canada en tant que nation d'immigrants, une mosaïque dans laquelle nous tous sommes bienvenus et en sécurité. Mais si nous voulons vraiment être un lieu de sécurité et d'accueil, nous devons tenir compte de l'héritage colonial et des politiques dont nous avons hérité et nous demander qui est rendu vulnérable par ces politiques. Quels sont les groupes dans la vulnérabilité et la mort prématurée est ignorée ou exploitée? La décolonisation, comme l'a noté Tok et Yang, n'est pas une métaphore. Tok est autochtone. Je me souviens pas. Je savais que je n'allais pas l'avoir comme il faut, cette manière de marquer les gens. Mais Tok est une femme autochtone et Yang, membre de la diaspora. Donc, ils ont écrit que ce n'est pas une métaphore. Décolonisation, c'est vraiment de confronter le Canada à son histoire et de voir comment les peuples autochtones et les migrants vivent à l'intérieur de ces frontières. Donc, on parle de regarder des populations, des territoires qui sont pas... Donc, on peut déstabiliser nos récits de création si une partie du travail de colonisation consiste à déconnecter les gens de leur histoire et à adopter l'identité de la culture dominante. Alors, nous devons refuser cette coupure. Nous devons nous marquer, comme j'ai décrit précédemment. Nous nous marquons nous-mêmes en réfléchissant clairement à notre propre appartenance et aux héritages contenus dans les histoires que nous apportons avec nous. Quelles sont les villes distinctives de relations, les géographies irremplaçables de passion et les océans profonds de souvenirs que chacun d'entre nous contient? Nous examinons notre propre histoire, celle de notre profession, de notre domaine d'études, de nos communautés, de notre nation. Nous examinons, comme j'ai commencé à le faire pour vous, les histoires que nous racontons sur le Canada et sur ce qu'il est. Nous refusons d'effacer les histoires qui nous mettent mal à l'aise, les histoires dans lesquelles les Canadiens n'ont pas été gentils parce que nous ne pouvons pas changer ce que nous refusons d'admettre. Les politiciens canadiens sont très doués pour présenter des excuses, mais pas très doués pour examiner les racines de ces actions. Les croyances sur les Japonais et les Ukrainiens qui ont donné lieu à des camps d'internement, les croyances et les réfugiés qui ont donné lieu à des navires comme Komagata Maru en 1914, avec principalement des Punjabis à bord, ou le Saint-Louis qui a été refoulé en 1939 en renvoyant des réfugiés d'Europe, juifs d'Europe, ou le Sansi qui a accueilli des réfugiés tamouls en 2010. Et j'ai vu aussi des Palestiniens qui fuyaient la violence. Il y a aussi des Donc, il y a aussi d'autres choses qu'on oublie. On n'est pas à la table, nous, les Autochtones. Donc, très souvent, nous regardons ces incidents de manière isolée. Nous devons les voir comme un modèle, un pattern. Angela Davis décrit le terme radical comme signifiant saisir les choses à la racine. Le processus de radicalisation n'est pas, comme l'affirment les médias grand public, un tournant vers la violence, mais un arrachement aux racines de nos hypothèses qui conduit à la transformation de notre vision du monde. Nous avons besoin d'un changement radical dans notre façon de penser, dans nos hypothèses, si nous voulons devenir un peuple et un pays où les Autochtones et les nouveaux arrivants sont vraiment bienvenus et ne sont pas coupés de leur histoire. Donc, on parle de la colonisation, on parle des épidémies, des pensionnats, des protections de l'enfance, l'incarcération, les femmes autochtones tuées, assassinées. Donc, on pense à notre place dans ces histoires. Quelles violences sont-ils ignorées ou justifiées que nous voyons aujourd'hui différemment? Une de mes amies qui travaillait en petite enfance, elle est restée plus longtemps que moi, elle parlait de la journée de la chemise orange et des pensionnats. Et on est horrifiés par ce que nous avons fait, mais ils pensaient qu'ils faisaient la bonne chose. Et elle a dit à son superviseur, je me demande maintenant ce que nous faisons
au nom de la sécurité et qui nous horrifiera dans 20 ans. Et je pense à cela en ce moment en particulier. Qu'est-ce que nous faisons en ce moment au nom de la sécurité et qui nous horripile déjà? Donc, nous pensons à notre place, on pense à comment ces histoires nous apprennent à considérer les autres comme des menaces simplement parce qu'ils existent. L'islamophobie, l'antisémitisme, l'antinoirité, etc. Donc, juste comment les gens ont une couleur de peau différente. Donc, comment pouvons-nous lire ces histoires avec l'intention de découvrir et de comprendre ces vulnérabilités différenciées selon les groupes, une intention de comprendre comment nous externalisons le coût de notre mode de vie sur ce qui est véritablement la terre autochtone et les personnes qui s'y trouvent. Nous ne faisons pas cet exercice pour créer de la honte ou de la culpabilité. Nous le faisons pour nous marquer, pour trouver les torts que nous avons externalisés et pour identifier notre responsabilité pour l'avenir. Quels sont les legs dont nous avons hérité et que nous pourrions être en mesure de transformer? Nous avons une responsabilité à l'égard d'une population rendue vulnérable sur les politiques du gouvernement. Et nous leur devons le meilleur de nous-mêmes. Nous leur devons des politiques et des pratiques qui sont couvertes de sécurité et d'intégration, ne les rendent pas plus vulnérables. Mon livre et mon travail ressemblent à une invitation à nouer des relations avec les peuples autochtones. Je m'excuse de ce malentendu, mais il s'agit de vraiment inviter ceux qui sont venus ici à se pencher sur leur histoire, sur leurs relations dont ils ont hérité et à devenir le genre de personnes qui sont de bons parents pour les peuples autochtones. Je vois que je manque de temps ici. Donc, je vais conclure. J'ai quand même d'autres choses que nous pouvons faire. Il y a des choses que nous pouvons faire. Nous pouvons développer des politiques et des pratiques qui ne présument pas de la conformité. J'ai travaillé dans une maison d'accueil pour réfugiés et beaucoup des formulaires que les gens devaient remplir présumaient d'une structure familiale particulière, ce qui les empêchait de le faire de manière significative. Mais c'est aussi la façon dont le logement est développé, où les soins médicaux sont pratiqués. C'est la façon dont nous imaginons les communautés. Donc, nous agissons comme si tous ces systèmes étaient inévitables, mais ce n'est pas le cas. Ils peuvent être réimaginés de toutes sortes de façons. Nous devons imaginer l'appartenance d'une manière qui ne coupe pas l'histoire, car couper l'histoire, c'est couper le chagrin, c'est être coincé dans un deuil perpétuel. Les migrants, les arrivants, les Autochtones ont tous des histoires contradictoires à propos de nous-mêmes. Il y a des images de moi ou d'une vie passée qui ne peuvent être récupérées, modifiées par le déplacement et le traumatisme. L'impossibilité de partager nos histoires propres ou notre propre chagrin en dehors des services cloisonnés. Nous devons créer un espace pour que les gens puissent partager leurs histoires à travers les groupes culturels, parce que ça aide à voir comment nous sommes liés, à quel point la violence mondiale est liée. Il y a aussi les images projetées sur nous en raison de l'histoire perçue, de la différence visible ou audible. Nous ne résolvons pas ce problème avec des formations et à la compétence culturelle qui traitent tous les membres d'un groupe en particulier. J'ai eu un superviseur un jour qui a dit à une collègue de ne pas s'offusquer si la famille autochtone avec laquelle elle travaillait ne la regardait pas dans les yeux parce qu'ils ne regardent pas dans les yeux. Et pourtant, moi, j'étais là, une femme Ojibwe dans la pièce qui établissait un contact visuel. Nous avons besoin de formations qui enseignent l'empathie et la capacité d'écoute. Nous avons besoin que les organisations soient financées de manière à ce que leur personnel ait vraiment le temps d'investir dans les relations et pas seulement dans le traitement des personnes. Si Trudeau peut acheter un peu pipeline, alors on doit chercher des occasions d'établir des relations entre les communautés autochtones et les nouveaux arrivants. Et en réponse à même sur le fait que les Autochtones auraient dû être mieux contrôlés aux frontières, mon ami Daniel Heath Justice, qui est Cherokee, a déclaré que la générosité de nos ancêtres n'a jamais été un problème. Et je sais que ça a été discuté ce matin à une table ronde avec Travis Angus de la nation de Nisga'a et d'autres personnes. Et j'ai des amis dans la communauté palestinienne et musulmane et je sais qu'ils ont des difficultés en ce moment. J'ai donc demandé à mon groupe de tambour à main de les inviter et de leur témoigner de l'attention. Nous l'avons fait, ils sont venus. Je ne sais pas ce que ça va devenir, mais nous devons trouver des moyens de construire des relations entre nos communautés et les organisations qui travaillent avec les nouveaux arrivants. Nous devons faciliter tout cela. Les centres d'amitié sont une source extraordinaire
Que se passerait-il si des subventions ou des fonds de programme étaient disponibles pour que nous puissions organiser des programmes conjoints? La plupart des centres d'amitié disposent de cuisines professionnelles et d'espaces d'enfants, d'espaces de garde d'enfants. Ils proposent des programmes qui pourraient facilement être adaptés et nous devons donc dépasser et sortir du cloisonnement. L'histoire unique du Canada agit comme un filtre ou un médiateur entre nous. Et nous ne pouvons pas voir les vulnérabilités différenciées des groupes créés ou exploités par les systèmes sur lesquels nous nous appuyons. Externaliser les coûts de notre société signifie qu'on ne voit pas comment s'accumulent les préjudices dans les communautés qu'on ne voit pas. Nous devons voir, nous devons remarquer. Le Canada prétend valoriser le multiculturalisme, la diversité, l'inclusion. Mais dans quel but? Pour simplement étendre la portée de cette histoire canadienne dans la vie des gens, les déconnectant de leur histoire? Ou est-ce que nous voulons la transformation? En accueillant les gens dans leur intégralité, non pas comme des citoyens modèles ou des imitateurs hyper corrects, mais dans leur intégralité. Nous invitons à la transformation. Cela peut sembler alarmant, voire menaçant, mais le Canada n'est pas le même peuple que celui qui s'y est installé il y a 400 ans ou 200 ans. Nous ne sommes même pas le même peuple qu'il y a 100 ans. L'héritage de ces peuples se perpétue dans les noms des bâtiments et des monuments, dans les politiques et les lois qui régissent encore notre mode de vie, dans ces productions sanctionnées par l'État et extra-légales, dans l'exploitation de la vulnérabilité différenciée des groupes à la mort prématurée. Mais quelle est l'interprétation de ces lois? Notre volonté d'apporter les changements, d'abolir ou de les abroger, nous considérons ceci comme nuisible pour les personnes rendues vulnérables. Nous avons une grande capacité de changement et le changement est inévitable. La seule vraie question est de savoir à quoi ressemblera ce changement. Miigwech. There you go. Yeah. Bon, pendant qu'on rallume le micro de Patty, merci beaucoup, Patty. C'était brillant. Et je crois que, en réfléchissant à ce que vous avez dit et ce que je partage mon vécu, une des questions que j'ai ou des commentaires sont que les questions qu'on reçoit sont basées sur les réponses. On a seulement les réponses aux questions qui sont posées. Qui pose les questions? Alors, les gens qui me ressemblent, lorsque ce sont les gens qui ressemblent à moi qui posent toujours les questions, nous avons toujours les mauvaises réponses. Tandis que les gens comme moi ont un privilège. C'est notre rôle d'aider les gens qui ne peuvent poser des questions. Je vous mets au défi de poser les questions auxquelles nous avons besoin de répondre. Donc, nous avons des questions, mais nous sommes un peu en retard. Alors, je me disais qu'on prendrait une question pour avoir votre réponse. La question parle du fait que vous avez dit que la migration n'est pas comme la colonisation et peut la soutenir. Est-ce que la politique soutient la colonisation et comment est-ce que vous voyez la décolonisation? Oui, elle la soutient. Je crois que le projet canadien parle de prendre l'espace, établir les gens, par exemple, dans le nord de l'Ontario. Est-ce que les personnes autochtones ont fait partie de la discussion? Peut-être, je ne sais pas. C'est une question valide. Et je dirais que tout pays qui accepte la migration le fait à son bénéfice.
Et tous ceux qui veulent en savoir plus peuvent lire Border et Rule. Dans ce livre, il y a beaucoup de détails qui sont donnés. La seule façon dont le système d'immigration peut être décolonisé est si on enlève les critères et qu'on accepte tout le monde, les critères d'acceptabilité. Et ça fait peur. On entend dire on parle de réfugiés dans un langage aquatique et de déchets. On va se faire inonder. Ou si on va encore plus à droite, ils les décrivent comme des poubelles. On ne va pas être inondé. Le Canada et les États-Unis font ça depuis très longtemps, permettre à tous de venir. Et si on crée des problèmes dans les pays à travers le monde, on est responsable d'accueillir les gens qui sont les victimes de ces problèmes. Oui, merci Patty, on va en rester là. C'était un superbe discours d'ouverture et nous vous remercions de votre temps. Oui, mon livre est là et puis je suis prête à en signer des copies pour vous. Oui, merci. Je veux aussi vous montrer le vidéo de notre sponsor pour cette séance. Et puis, après la vidéo, je vous donnerai quelques éléments clés sur le reste de la journée. Fostering New Beginnings, the CCIS story. Since 1981, Calgary Catholic Immigration Society, CCIS, has been a beacon of hope for refugees and immigrants in our community. We stand as a community leader, offering comprehensive services through a diverse team of dedicated professionals, serving newcomers out of 26 locations across Calgary and southern Alberta. We are deeply rooted in the heart of our communities, ensuring accessible support for all. From employment to family and children's services, we cover it all with over 95 programs and services tailored to every aspect of settlement and integration. Our team, a mosaic of cultures comprising more than 450 employees and 2,000 volunteers, collectively speaks more than 70 languages, ensuring every client feels heard, understood, and valued, making CCIS a beacon of diversity and inclusion. In partnership, we empower immigrants and refugees to successfully settle and integrate in our communities. Our vision is to build an inclusive society where immigrants and refugees can reach their full potential. CCIS, transforming lives, one new beginning at a time.